alors j'allais dire le clientélisme, je vais dire les clientélismes, tu les énumères à un moment, c'est assez vertigineux. Juste pour parler vite fait du clientélisme associatif, on va dire, dans les cités, à un moment, tu as quand même l'air de dire que s'il n'y avait pas ça, finalement, ça laisserait la place au trafic. Ça serait pire. S'il y avait pas, alors c'est ça le paradoxe. Pour moi, le clientélisme, c'est, si on donne une image un peu dure, pour moi, l'associatif aujourd'hui, il faut lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait depuis tant d'années, même si je pense qu'il faudrait passer une vitesse et passer à quelque chose de plus efficace et de plus efficient. C'est-à-dire que tout l'argent, tout le pognon dans des quantités importantes que l'on met dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que plus de 4 milliards et demi d'euros sur les Bouches-du-Rhône depuis 10 ans, une dizaine d'années, c'est beaucoup. Il faudrait que tout ça soit beaucoup plus efficace. Et pour ça, il faudrait peut-être plus de cohérence dans l'action de ces associations. Pour moi, donc, ça veut dire que l'associatif, c'est une forme de subutex de la cité, quoi. C'est pour pallier au manque. Et donc, s'il n'y avait pas ça, on serait dans quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que si on ne palliait pas au manque, on serait dans un comportement de manque, justement, donc avec plus de violence, plus d'agressivité, plus de destruction de soi-même, surtout. On serait dans ce qu'on peut voir dans certaines villes comme au Guatemala ou au Mexique. On pourrait très bien être là s'il n'y avait pas cet associatif-là. Le problème après, c'est que cet associatif, ce sont des carrières qui sont créées cité par cité, c'est-à-dire, ça veut dire en gros, on propose à un milieu de cité d'être soit éducateur, soit médiateur, soit agent de sécurité, soit éducateur. Et quand il devient éducateur, ça veut dire qu'ils ont fait quelques études, qu'ils ont une connaissance de la cité, qu'ils ont des compétences, mais ils se créent des carrières ensuite. Enfin, en tout cas, ils suivent la carrière dans l'associatif. Et donc, si on commence un petit peu donc naturellement, sans le vouloir, on met, ou en le voulant, je ne sais pas, on met en concurrence des associations. Donc, on met en concurrence les gens qui sont dedans. Ce qui veut dire qu'on va se disputer la matière. La matière, parfois, c'est des jeunes en déshérence. On va se la disputer. Ils ont une valeur. On va se disputer des subventions. Des fois, on va se battre pour une subvention. Donc, ça veut dire qu'on se bat pour le politique qui la donne. Et donc, on est dans quelque chose de bien plus pernicieux que le truc de départ. Même si individuellement, chacun dans son association fait au mieux, quoi. Il n'y a que très peu d'associations véreuses dans le sens on prend de l'argent et on ne fait rien. Il n'y en a quasiment pas. Et quand il y en a, elles se font avoir. Mais il y a toutes les associations œuvrent pour quelque chose avec une vraie volonté. Et en plus, ça permet d'éviter le pire. Mais ça ne permet pas de passer à la vitesse, ça ne permet pas de passer à autre chose de plus industriel et de plus efficace surtout. Et on a un vrai problème d'efficacité. Ce qui veut dire que je ne remets absolument pas en cause la proximité que représentent ces associations avec une connaissance accrue d'un secteur qui est à l'échelle d'une cité. Et ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Par contre, je remets en question l'usage qu'en font les politiques stratégique générale. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 assos qui vont être sur un million et qui vont dire des trucs différents en plus. Et on va avoir en plus la PJJ par-dessus et en plus la justice et en plus un flic qui aide à ce moment-là. Donc des moyens considérables pour quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai plein d'exemples de dysfonctionnements majeurs. Par contre, à la fin de l'année, les conseils généraux, le conseil départemental d'aujourd'hui, la ville, le pôle emploi, les missions locales sont tous très contents, ils sont tous très fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont leurs objectifs qui sont remplis. Mise à l'emploi, tant, on a fait tant. Mise en formation, tant. Accompagnement spécialisé de tant. En fait, derrière, on ne cherche pas à savoir si c'est efficace, mais on a la ligne. C'est-à-dire, on a mis en formation quelqu'un qui n'en fera rien, c'est une formation inutile pour laquelle il n'y a pas d'embauche ou quoi que ce soit. C'est pas grave, on a la ligne. Donc on est beaucoup dans des lignes budgétaires et dans des lignes à remplir, des lignes d'objectifs, ce qui fait qu'il n'y a aucune efficacité. Moi, je constate régulièrement qu'il y a en fait une concurrence entre mission locale, Pôle emploi, conseil départemental, et donc ça se voit dans les associations qui sous-traitent en fait le boulot de ces gens-là. Et moi, je vais plus loin que ça. Je pense que maintenant, il faut prendre ses responsabilités quand on est une institution, et l'associatif devrait être les clubs sportifs, du culturel, voilà, le social devrait revenir à ceux qui ont vocation à ça. Ça ne veut pas dire qu'on met sur le carreau les gens qui travaillent aujourd'hui dans les associations, puisque c'est les gens compétents qui connaissent le terrain. Ça veut dire qu'on les embauche, qu'on leur file des vrais statuts,
C'est vrai que ces gens-là, ils travaillent pour le conseil départemental et pas pour une association subventionnée par le conseil départemental. Ça veut dire que, voilà, pareil pour la région ou pour la ville, c'est pas pour focaliser sur un. Voilà, d'être plus sincère là-dedans, ça permettrait aussi d'avoir une vision globale, mais tout en gardant les spécificités locales et hyper locales qu'ont ces gens. C'est vrai que si tu es éducateur à Félix Piat et si tu es éducateur à Herbel, tu vois pas forcément les mêmes choses. Et donc, il faut garder ces gens-là qui sont précieux. Et il faut arrêter de les mettre en concurrence. Ça a commencé de manière très forte en 2004 avec Sarko, quand il a en tant que ministre de l'Intérieur, coupé les politiques de la ville, la subvention. Donc là, au niveau local, on a pallié à ce manque-là, mais tout en disant maintenant, votez pour nous. Hein. Ouais. Et donc, donc, ceux qui n'ont pas joué le jeu, ils sont morts, ou alors ils ont pris d'autres modes de financement, ça existe aussi. Il y a aussi des cas de fondations qui se sont créées et qui ne passent pas par de la subvention. Pour moi, c'est les plus efficaces. Et ensuite, il y a ceux qui sont affiliés à une subvention, qui en souffrent, mais qui n'ont pas le choix. Et donc, ça se laisse voir dans le fonctionnement. Et c'est un effet inverse. Et en plus, ça envoie le message aux jeunes de génération en génération qui est on vous aide un peu, mais on ne vous aide pas à en sortir. Vous êtes juste à rester dans notre système. C'est-à-dire, vous aurez peut-être une petite carrière associative. Voilà, ou médiateur, un t-shirt bleu là, médiateur. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont médiateurs avec leurs copains, puis le mois d'après, la vacation change, je prends le t-shirt, c'est l'autre qui le prend, et c'est l'autre qui est médiateur, son copain, ils sont auto-médiateurs en permanence. En gros, c'est des emplois quasi inutiles, quasi fictifs. C'est pas fictif, ça existe vraiment. C'est des emplois pour mettre à l'emploi, pour faire des lignes, on met à l'emploi des gens. Ils sont médiateurs d'eux-mêmes, quoi. C'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils ont une capacité, ils peuvent avoir une ambition. Ils méritent une ambition bien plus forte que ça. Ça ne viendra pas du local. C'est pas le local qui va créer. C'est pas l'association qui va réussir à faire qu'une filière va embaucher. Ça, c'est le politique. Donc, je ne critique pas l'association locale. Je critique le politique il y a cette filière dans la métropole. Bon, elles sont pas très très cohérentes et elles sont surtout pas très structurées et surtout elles sont pas orientées vers la jeunesse des quartiers populaires. C'est une bêtise absolue puisque il faudrait le penser sur à la fois un projet à court terme, à la fois à long terme avec de la formation. Si on prend un minot maintenant qu'on le forme, dans 25 ans, ça sera peut-être l'ingénieur même s'il vient d'une cité, ça sera peut-être l'ingénieur, celui qui découvrira quelque chose dans le microélectronique, c'est une de nos filières fortes. Sauf qu'on n'y pense même pas. On préfère aller chercher des types qui sortent de l'école de Grenoble ou de l'école de Rennes que former des gens ici. On va la faciliter. Sauf que c'est un mauvais calcul, parce que tu fais rêver les jeunes un petit peu. On va leur dire, tu vas être ingénieur, tu vas travailler dans le cinéma, tu vas travailler dans l'aéronautique. Ça fait plus rêver que de dire, tu vas être routier. Et encore, routier, c'est pas mal. Ils se déplacent, ils sortent de leur cité, c'est bien. Tu vas être agent de sécurité, tu vas travailler tu vas être agent de sécurité au Carrefour le Merlan. Ça fait pas rêver, quoi. Quand il y a un dealer qui arrive, qui lui dit, frère, moi tu vas faire 60 € le jour, même si c'est pas vrai, il va le croire. Ouais. Tu as un chapitre dans la Fabrique du Monstre donc, qui s'appelle Les Bétonneurs, donc, qui est vraiment le chapitre sur l'urbanisation à Marseille, donc, qui est alors avec le passage du fucking bullshit que j'ai beaucoup aimé. Tu dénonces un peu un système finalement qui est le système unique pour construire à Marseille. Et d'après ce qu'on lit, c'est un peu, c'est inébranlable, ça change. Ça on ne va pas le faire sauter d'un coup. Hein. Ouais. Ça, il faudra du temps, il faudra de la volonté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté, mais alors comment faire sauter ça, je ne sais pas, c'est quelque chose qui doit exister un peu partout, sauf que chez nous, c'est unique. C'est le seul mode, le quasi seul mode de fonctionnement. Ouais, et tu dis même d'ailleurs qu'il y a toujours 3 critères donc, pour construire, c'est dense, banal et moche. Ouais, vous le voyez, c'est-à-dire qu'aller à Nantes, qui est une ville où il y a énormément d'expérimentations qui sont faites d'un point de vue urbain. Il y a des espaces partagés, y compris dans tous les domaines, c'est-à-dire dans le logement, dans les HLM, dans le logement privé, ou que ce soit aussi dans les hôpitaux, tous ces trucs-là. Non, c'est hyper novateur. Bordeaux, c'est novateur. Lyon, ils y arrivent. Rennes, n'en parlons pas. Toutes ces villes-là, y arrivent. Toulouse va de l'avant là-dessus. La seule qui va te proposer un clapier avec des murs de 2,10 m, 2,20 m, c'est 2,20 m, waouh, super, on va faire une mezzanine, c'est Marseille, quoi. Là, il y a des cahiers des charges qui sont quasi nuls. On ne contraint quasiment pas
le promoteur qui lui va au moins cher. Il va au moins cher. En plus, il fait beau. Marseille, il y a plus belle la vie qui fait qu'il y a une belle image, puisque Marseille, c'est quand même une ville agréable, malgré tout. Et donc, comme c'est une ville qui, par son image, amène les gens, on peut les mettre dans des clapiers à lapin. C'est un mauvais calcul, puisqu'ils ne restent pas. La preuve, 850 000 habitants à Marseille, ça fluctue légèrement plus, légèrement moins, ça ne bouge pas depuis des décennies. Pourquoi? Parce que malgré Euroméditerranée qui était censé attirer des cadres, malgré les filières dont je parlais tout à l'heure qui pour certaines marchent, on a des cadres qui arrivent. On a le TGV qui est à 3 heures de Paris, donc on a les nouveaux migrants marseillais sont les Parisiens qui ne restent pas. Ils arrivent dans une ville où tu ne peux pas aller dans des crèches, il n'y a pas de crèche pour les minots, l'école c'est la misère, tu es obligé de mettre dans le privé, c'est pas forcément leur envie, parce que les écoles sont maltraitées, tout simplement, pour favoriser le privé, pour créer des ghettos scolaires. Ensuite, on vit dans des bâtiments qui ont des durées de vie assez courtes. Au bout de 10 ans, c'est des horreurs, il suffit de les regarder. Et en plus, on est en train de créer les cités de dans 20 ans. Quoi. Ces résidences-là deviendront les cités dans 20 ans, puisque les cadres vont partir, remplacés par les classes moyennes, qui ne vont pas supporter, qui vont partir. Et puis, petit à petit, ça va se paupériser. On est en train de créer les prochaines cités. Et donc, en effet, c'est le plus dense possible pour faire du pognon, le plus moche possible. Regardez, il y a un lieu exceptionnel pour ça, qui est un des premiers chefs-d'œuvre de l'ère Gaudin. Ça a été là où il y avait le dépôt de la RTM au Catalan, où ils ont fait ce qu'on appelle le Georges V, puisque c'est le promoteur. Ils ont fait ce truc immense, cette montagne de bâtiments les uns sur les autres, qui a un style vaguement provençal, entre le grec, le provençal et l'hospitalier, un truc un peu tordu, et c'est massif. On a l'impression d'être dans un film de Miyazaki, là, c'est une montagne. Au début, ça s'est bien vendu, les gens y sont allés, puis ils sont les uns sur les autres, ils sont censés avoir les vues sur la mer, mais ils sont tellement les uns sur les autres qu'il n'y a personne qui a vue sur la mer. Ils sont carrément au-dessus d'une route, c'est-à-dire on a carrément construit au-dessus d'une route municipale pour gratter le max de place. Bon, c'est juste horrible, ça vieillit mal. Et si on regarde, si on veut acheter là-bas, c'est en vente en permanence. Il y a plein de trucs en vente. Si on y va, il y a à vendre. Les gens, ils se barrent. Et petit à petit, ça va se paupériser avec un truc vu sur la mer et tout. Voilà ce que... Regardez le quartier du Rouet. Le quartier du Rouet, c'était un noyau villageois. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on peut avoir à Saint-Henri. Ça ressemblait à Mazargues. C'est un noyau villageois. C'est devenu la maison des Playmobil. C'est-à-dire, c'est des immeubles qui ressemblent à des immeubles Playmobil qui ont été mis là. C'est juste horrible. C'est juste déshumanisé. Et en plus, pas de contraintes, des immeubles en U, c'est-à-dire tout le monde se voit. C'est perdu d'avance, on sait déjà que c'est mort. Quoi. C'est-à-dire qu'un jeune couple y arrive parce qu'il n'a pas de moyens, donc il achète là, il a un minot, et puis le petit, tu n'arrives jamais à le faire dormir, il fait chaud, tu ouvres la fenêtre, tout le monde qui parle, ça ne marche pas. C'est la même promiscuité qu'une cité, ça sera une cité de demain. Alors là, la ville, Gaudin, il dit j'ai créé le parc du 26e centenaire, ce qui est faux, parce qu'en fait il était déjà là, et le projet qui était dans les cartons, il l'a pas arrêté pour une fois, et donc ça a fait le parc du 26e centenaire. Ok, c'est un truc bien enroué, super. Sauf que autour, ça a été totalement détruit. Donc il y a la destruction de quartiers entiers. En ce moment, le quartier des Catalans, pour rester là-bas, est bien touché quand même, bien, avec des immeubles bidons qui poussent un peu partout. Le stade Tasso a été sans arrêt cassé, refait, donc c'est du pognon. Et petit à petit, le stade devenait de plus en plus petit. Et à la place, c'est des immeubles autour. Donc on se retrouve à un stade, on a l'impression d'être en train de spotting. On a un immeuble, on a plein d'immeubles qui entourent un petit stade qui ne peut même plus accueillir une équipe pro, enfin en tout cas une équipe de bon niveau, puisque eux, il fait 60 mètres ou un truc comme ça, donc c'est même pas cohérent, ça ne veut rien dire. Et il devait y avoir un centre social qui a sauté, il devait y avoir tout ce qui est service public, ça dégage, on met les commerces. Ça, les commerces, on manque plus de commerces à Marseille. Il y a une spéculation là-dessus, dans les commerces grands ensembles, qui fait qu'on a un centre-ville qui crève totalement, on a le petit commerce du centre-ville qui crève totalement, et qu'une ville, c'est attrayant aussi quand on a des petits commerces. Vous voyez, quand on va, je reste sur Bordeaux, ce qui est intéressant à Bordeaux, c'est centre piétonnisé, et on se promène, et on a des petits commerces, des cafés, des ciné-là. Marseille, c'est un petit peu touché tout ça. Alors on met tout aux terrasses du port, mais je ne sais pas si ça s'appelle une ville, ça. Tu dis d'ailleurs, tout ce qui est réussi à Marseille vient d'ailleurs et de loin. Et depuis toujours. C'est-à-dire que Jules César est celui qui nous amène l'eau. Comment il s'appelle, Louis XIV structure beaucoup la ville. Et ensuite, je vais dire, Napoléon III fait beaucoup, avec du haussmannien, ça n'a jamais été un grand succès finalement. Ça, mais bon,
il fait avancer la ville. Et puis là, maintenant, récemment, c'est l'Europe avec Euroméditerranée, qui est quand même quelque chose qui est décidé par Vigouroux, le maire précédent, Gaudin était dans l'opposition, il était contre Euroméditerranée, il était pour l'Europole de l'Arbois, qui va se faire quand même, mais qui pour le moment est retardé. C'est pour ça qu'on a cette gare étrange et farfelue qui est la gare des Milles. C'est pas la gare d'Aix, c'est-à-dire on prend le train à Marseille, le TGV, on fait 3 minutes, et au bout de 3 minutes, on s'arrête déjà dans une gare au milieu de rien, où on est à mi-chemin entre Aix et Marseille. On pourrait se dire pourquoi ils ont fait ça, ça coûte des milliards d'euros, avec le manque qu'il y a partout, notamment en transport. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'un jour, on voudra qu'il y ait l'Europole de l'Arbois, sur le plateau de l'Arbois. En plus, il y a un incendie, c'est parfait maintenant. Et on pourra faire pousser des immeubles, ici et là, un projet immobilier urbain qui est dans les cartons depuis longtemps, qui sortira un jour. Et cette gare, c'est histoire de dire on garde la place, quoi. On garde la place. Donc elle est farfelue, cette gare. Il y a toujours 4-5 bonhommes d'Aix qui vont dire moi, elle est pratique pour moi, mais c'est des milliards d'euros, donc le pratique à des milliards d'euros, on pourrait faire un peu un effort d'aller jusqu'à Marseille. En fait. Euroméditerranée, la capitale de la culture, c'est Europe, c'est l'Europe aussi, qui finalement est sur la continuité de ce qu'avait fait Vigouroux, c'est-à-dire que Vigouroux fait rebondir Marseille au niveau culturel. Marseille a toujours été un bouillon culturel au niveau underground. C'est encore le cas aujourd'hui. Énormément de choses qui se passent au niveau underground. Et au niveau officiel, c'est toujours assez ridicule. Je ne dis pas moyen ou mauvais, c'est même ridicule, risible. Et d'un seul coup, Poitevin, l'adjoint à Defer, crée la friche, la Belle de Mai, crée d'autres lieux. Et ça a mis un coup de boost à la culture marseillaise, ce qui fait qu'on arrive en bout de chaîne à capitale de la culture, et peut-être même ça rebondira sur d'autres trucs. On ne le doit absolument pas. Non, d'ailleurs, tu parles même d'urgentistes qui sont venus de Paris pour sauver Marseille capitale. Parce que ça tournait tellement au clientélisme où il fallait prendre chaque association fifre et tambourin. On a frôlé le défilé identitaire régionaliste au Bignou. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas un peu, hein, on reste, c'est pas ma tasse de thé, on s'en fout. Il peut y en avoir, il y en a eu d'ailleurs. Mais on a frôlé ça, quoi. On a frôlé où chacun plaçait son assaut, ses copains, ses pseudo-artistes ou vrais artistes au milieu, mais pas quelque chose de cohérent. Et au final, je trouve pas que ça a été un grand événement, mais c'est par rapport à de là d'où on partait, ça a été sauvé totalement. Et en plus, il y avait un tel... Non, c'est pas un échec. Puis il y avait un tel manque, on voit que la population était tellement sevrée de culture, d'un seul coup, elle a aimé ça, quoi. Il faut absolument ne pas attendre une deuxième capitale culture, il faut relancer ça. C'est primordial, on voit le bien que ça fait à Marseille, même économiquement. Donc il faut vraiment remettre ça en place, mais je sais qu'il y a un projet pour 2018 qui est prévu, qui sera de moins grande ampleur, mais c'est pas grave, il faut quelque chose qui soit annuel là-dessus. Il faut que tous les ans, il y ait, comme dans les villes que je citais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une animation culturelle permanente, au moins dans des périodes de l'année, au moins le printemps, une partie d'hiver le printemps, et l'été indien, parce que l'été ici, les gens ont plutôt tendance à partir, donc c'est peut-être pas au cœur de l'été qu'on doit faire des choses, mais printemps, été indien, c'est le moment où on doit y aller. Il y a quelques succès, la Fiesta des Suds, c'est un succès. Voilà, il y en a d'autres. Hein. Il y a quelques exemples, il y a quelques bons trucs. Il faut toujours se battre contre les institutions pour pouvoir les maintenir, pour se mettre en place. Et parce que tu ne fais pas avec l'élu, tu fais dans le dos de l'élu en espérant qu'il ne va pas te piéger. C'est la grosse difficulté de cette ville, c'est que tu ne peux pas compter sur les élus locaux pour avancer, particulièrement dans la question culturelle. C'est pas la culture, justement. Regardez les adjoints à la culture ces dernières années, vous verrez qu'il y a un kiné, c'est pas particulièrement orienté sur la culture. Alors ils disent tous, et le maire le premier, puisqu'il était sur France Inter il y a quelques jours, et puis bon, dès qu'on critique, il dit bah voilà, mais les gens ils me réalisent, alors ceux qui sont pas si mécontents. Normal, le système. Non, oui, c'est une bonne défense, il a raison de faire ça, il est là depuis toujours. Il a 123 ans de mandat. Ouais. Il peut fanfaronner, hein, on ne peut pas lui enlever ça. Hein. Il peut fanfaronner, 123 ans de mandat, il faut se lever tôt pour les faire. Il faut être une bête politique, il faut connaître les rouages à la perfection. Il me réalise, oui, une petite partie de Marseillais les réalise. C'est-à-dire qu'on a tellement dégoûté les gens que les gens ne votent plus pour la plupart. Et après, il suffit de mettre en place ces clientélismes. Et donc, un bon gros clientélisme immobilier, ça fait, je ne vais pas expliquer maintenant, c'est long, mais c'est bien expliqué dans mon livre, c'est pas un système pyramidal. Dans la fabrique du monstre. Un système pyramidal, ça fait que du monde vote pour soi. En plus, Marseille est une ville sectorisée, donc
finalement, il n'y a que quelques milliers de personnes à acheter, c'est très peu. Il suffit d'avoir un syndicat avec soi qui a les territoriaux et les hospitaliers, ça fait déjà 20 000 et quelques personnes, familles, donc c'est quasi gagné, quoi. Menucci il a tenté son bateau, il a tenté de dire, bon, on va faire venir les gens qui d'habitude ne votent pas, ils vont voter pour moi. Il a tenté de casser les clientélismes et de partir sur autre chose que ces clientélismes-là. Il a tenté les siens. Ouais. Bon, on a vu que ces clientélismes sont moins puissants que ceux de Gaudin, c'est tout. Marché. Et on regarde après, quand on regarde le nombre de personnes, déjà il y a peu de gens inscrits, il y a peu de gens qui votent, et dans ces gens qui votent, on sait presque nominativement qui a voté. D'ailleurs, Gaudin est capable, il a cette mémoire-là, de savoir par bureau de vote les scores précisément. Ouais. Ils savent très bien que les bureaux de vote, on les délaisse, ils ne vont même pas faire une campagne d'affichage, ils s'en foutent, c'est mort, c'est pas pour eux. Il y en a d'autres où il y a une lutte, c'est hyper stratégique au micro-secteur près. C'est pour ça qu'ils veulent garder aussi ces systèmes associatifs au secteur près, et pas quelque chose qui se pense à une échelle plus grande. Parce que tu as une maîtrise. Si demain il y a quelque chose qui se pense à une grande échelle, tu ne maîtrises plus tout ça. Donc tu ne peux plus acheter une élection. Aujourd'hui, on peut acheter une élection. Alors, un Gaudin est tellement fort, tellement là depuis longtemps, et tellement un fin tacticien qu'il arrive à faire ça. Par contre, ses successeurs n'ont pas son bagou, sa puissance, ils n'ont pas ça. Ils vont s'entretuer. C'est-à-dire que les clientélismes vont s'affronter les uns les autres. Donc, qu'est-ce qui va se passer de ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà arrivé à la mort de Defer. On a eu les gourous, celui qui a fait avancer la ville. L'avant-dernier chapitre de ton livre est consacré au Front National et plus généralement d'ailleurs à ce qu'on pourrait appeler la fachosphère. Est-ce que c'est passé à l'aboutissement? Est-ce que c'est passé à la fabrique du monstre? La fabrique du monstre, c'est la République malade. Ça, c'est parce que chacun y voit son monstre. Moi, c'est la République malade qui fait qu'il y a des radicalisations. Et la radicalisation, c'est la première délinquante, et après, des radicalisations politiques, c'est le Front National. Et on va vers l'extrême droite, on se dit, moi, je suis dégoûté de tout ça, eux, ils vont changer. Et en fait, ce que j'explique dans le bouquin, c'est à quel point, déjà, les systèmes clientélistes marseillais, qui sont une sorte d'exemple pour les clientélismes de la France entière, ont été créés par Simon Sebbiani, qui est un type de l'extrême droite lourde, qui est un exemple pour nos fachos d'aujourd'hui, qui est un pétainiste et qui a été premier adjoint ici à la mairie, qui est un type vachement important, qui a amené le clientélisme à Marseille, qui est un personnage génial dans le sens où c'est celui qui a donné, qui a inspiré Belmondo et Delon dans Borsalino. Ouais. C'est-à-dire il était toujours en costard blanc avec des gonzesses, des voitures de course. C'est lui qui amène cette image qui va amener à Scarface à la fin. C'est un Corse qui a fait carrière à Marseille, qui s'appelle Simon Sebbiani, qui mériterait un bouquin, et qui était un héros de la guerre 14-18, qui est ensuite resté avec Pétain, qui est devenu pétainiste, qui s'est enfui à Sigmaringen avec Céline, Pétain, Laval, et qui ensuite s'est enfui en Argentine, comme beaucoup de fachos, et qui a été tué par les républicains espagnols quand il est retourné avec Franco. Donc un personnage qui a une ampleur mondiale, pas simplement marseillaise. En tout cas, son passage à Marseille a fait qu'il a mis en place les réseaux qui vont perdurer par la suite et qui vont s'organiser un peu mieux, s'agrandir. Mais c'est un facho qui fait ça. Ouais. Et c'est normal parce que c'est une logique fasciste. La logique fasciste, c'est celle de Maurras, c'est la tâche d'huile. C'est-à-dire qu'on part du local et on essaie d'agrandir. On essaie d'étendre son idéologie. Et donc, c'est une idéologie fasciste qui est derrière le clientélisme. À tel point qu'actuellement, Ravier est un clientéliste haut de gamme, quoi. Dans l'associatif et autres. Il est très bien intégré. Il est très bien intégré. Alors, pas exactement le même clientélisme. Il est moins dans certaines cités, il est moins d'accord, mais il est plus dans certains noyaux villageois. Mais même les cités commencent à y arriver. On trouve toujours des ennemis. Il n'y a pas de problème. Si on est musulman, on peut se trouver comme ennemi les juifs, on peut se trouver comme ennemi les PD. On peut se trouver, voilà. Et donc il y a l'homophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie. En fonction de qui on est, on arrive à créer des ennemis. Et donc on va avoir des gens qui sont dans un même groupe, mais qui sont ennemis les uns les autres. Ça donne une sorte de conglomérat un peu étrange de tout ça. Donc ce clientélisme-là, ils en sont un rouage principal. Le Front National est un rouage principal du clientélisme, et particulièrement du monstre de la République malade. C'est un rouage de ça. C'est-à-dire que la gauche, pendant longtemps, Mitterrand a utilisé le Front National
pour bouffer un peu de gens de droite. La droite a utilisé le Front National en faisant régulièrement des alliances avec. Il y en a eu énormément à travers l'histoire. Notamment à Marseille. Ouais. Marseille, c'est une des premières. C'est pas la première. La première, c'est dans les années 82, je crois. Et puis c'est pour eux, il y en a qui sont passés du Front National. Godin et Perdomo sont du même parti. Perdomo, c'est l'un des fondateurs du Front National local. Ils sont du même parti, ils sont du CNI. Un part vers le Front Nat et l'autre part vers les centristes. UDF. UDF, voilà. Et donc, pas vraiment les centristes de l'UDF. Et l'un l'autre vont continuer à se côtoyer. Et d'ailleurs, quand Godin voudra prendre la région à tout prix, face à peser, il ne veut pas perdre une fois de plus, parce que Godin, ça a été quand même la défaite pendant des années. Et il ne veut pas perdre encore et encore perdre. Eh bien, il fait une union avec le Front National. Il n'aime pas qu'on le rappelle d'ailleurs. Ah, mais il n'aime pas, mais c'est comme ça. Il a fait une union avec. Ils ont eu quand même. Ils avaient des délégués. Ils avaient une force importante, le Front National. Ça a été terrible pour la région, cette période-là. Une période très très dure pour la région, qui est peut-être pire encore que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Et pourtant, aujourd'hui, c'est déjà du lourd. Et donc, ces unions FN-droite, il y en a toujours eu ici. Mais après, il y a la gauche qui sait l'utiliser aussi. Les socialistes savent utiliser le Front National pour faire barrière. Donc, le Front National, c'est totalement là-dedans. Quand il parlait du MPS, c'est ridicule. On peut dire du MPS-FN, quoi. Sans problème, ça n'a pas de sens. Mais ça parle aux gens. Parce que comme eux, ils n'ont pas été au pouvoir, heureusement, parce qu'on le sentirait encore plus passer, ils peuvent laisser l'illusion que ce sont les autres qui font n'importe quoi, mais qu'ils sont bien. Non, ils sont pires encore. Ils sont pires, parce que ce sont les résidus. C'est-à-dire c'est tout ce qui n'a pas marché au FN et au PS, souvent ces mecs-là sont des résidus, ils finissent au Front National. C'est vraiment le résidu de la politique, le Front National, l'extrême droite. Donc je voulais aussi finir sur ceux qu'on pense être ceux qui bénéficient de tout ça. Oui, ils en bénéficient, mais ils en sont surtout à l'origine. Pour finir, comment tu vois l'avenir à Marseille ? C'est un très bon livre, mais je dirais que c'est un livre un peu pessimiste, quoi. Déjà, ça s'appelle La Fabrique du Monstre, ce qui est très beau titre. C'est vraiment un très bon titre, mais en même temps, ça dit bien ce que ça dit, quoi. C'est-à-dire que... Moi, je fais pas un livre pour être positif, quoi. Moi, je veux un truc électrochoc, un truc qui raconte ce qui dysfonctionne. Déjà, moi, je suis pas là pour forcément être positif. Je suis là pour, au contraire, porter la plume dans la plaie. Je suis un prix Albert Londres, je vais pas faire un livre super Marseille la jolie. Ça, on a déjà Racine et des ailes qui le fait très bien. Mais donc, moi, je veux faire une sorte d'électrochoc qui nous amène vers une prise de conscience. Ça, c'est un peu prétentieux d'aller jusque-là. Déjà, si déjà certaines personnes ont découvert des choses, tant mieux, ça suffira. De toute façon, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une volonté de la part d'énormément de monde d'avoir plus de citoyenneté et d'avoir plus d'implication directe dans la vie civile et dans la vie politique. Donc, on voit énormément de choses qui se montent, plus ou moins farfelues, des fois des trucs super bien. Tout ça n'étant pas cristallisé aujourd'hui, tout ça n'étant pas autour d'un projet. Mais on y vient, et ça peut être quelque chose, et en plus c'est à l'échelle marseillaise, mais c'est à l'échelle nationale, je trouve, dans le fond de tout ce qu'il y a de négatif aujourd'hui. Donc, on peut penser qu'un jour, tout ça se cristallisera et que ça pourra être un palliatif au Front National. Et moi, je pense que tous ces affrontements qu'il y aura entre tous ces clientélismes permettra peut-être à cette société civile cristallisée de sortir, d'exister soudain. Comment, j'en sais rien, je ne suis pas un politique, je ne veux pas le devenir. Mais j'ai plutôt de l'espoir, parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt au fond. Donc il y a quand même une possibilité de rebondir. En tout cas, une prise de conscience, c'est déjà énorme. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé, la prise de conscience. Donc le simple fait qu'il y ait une prise de conscience qui ne touche pas tout le monde, mais qui touche quand même une partie importante de la population, c'est déjà l'espoir d'aller plus loin. Et après, on a une génération de politiques qui disparaît naturellement. Elle met du temps, hein, quand même. Elle met du temps, bien sûr. Les dinosaures mettent beaucoup de temps à disparaître. Ils luttent pour leur survie, ils sont extrêmement puissants, ils ont des réseaux. Ils ne se laissent pas faire comme ça, évidemment. Ils luttent jusqu'au bout. Mais ce bout arrive naturellement, par la limite d'âge et par la fin d'un cycle, quoi. Donc, on verra ce qui se passe après, mais en tout cas, il y a une volonté, il y a une jeunesse qui fait qu'il y a un espoir de renouveau. Après, Marseille, malgré tout, a réussi à
à garder propre sa vitrine. C'est l'arrière-boutique Ouais. qui est de pire en pire. Il va falloir à un moment réaliser qu'il y a cette arrière-boutique et se dire attendez, on va aussi s'occuper de l'arrière-boutique et peut-être justement en faire un lieu où rentreront, pourquoi pas, puisqu'on a des croisiéristes, moi je ne suis pas un grand fan, mais puisqu'on les a, il faudrait trouver un moyen de leur faire visiter des lieux des quartiers nord. Il y a des endroits incroyables dans les quartiers nord, vraiment à voir. Sauf qu'aujourd'hui, si on va à l'office du tourisme, la carte s'arrête au Vieux-Port. Il n'y a pas de nord. Et à Notre-Dame, il n'y a pas de nord. Donc c'est une ville qui est complètement coupée, y compris sur sa carte office du tourisme. Dans le jour où on aura une grande carte avec des lieux à aller voir, on aura fait des progrès. Moi, je pense que c'est faisable et qu'on ira de toute façon. Oui, finalement, tu fais le lien entre tout et tu commences dans une cave et c'est ça, tu fais un zoom arrière depuis cette cave, quoi. Je fais un zoom arrière et en plus, je suis au début sur le terrain. Je dis je raconte, puisque je suis un observateur, et quand je fais ce zoom arrière, petit à petit, je disparais, et il n'y a plus de jeu dans la deuxième partie du livre, on est uniquement sur une écriture plus classique, analytique, on va dire, parce que vraiment, je veux qu'il y ait cette impression de zoom arrière, qu'on voit que le petit événement que d'habitude on met dans un simple article est lié à tout le reste. Juste d'ailleurs en passant comme ça, tu as déjà eu je t'ai pas posé la question, tu as déjà eu des soucis tu t'es déjà retrouvé en danger ou... Pendant tes enquêtes. Juste pendant le premier livre. Ouais. Pas dans celui-là. Premier livre, oui, il y a eu des passages un peu compliqués. J'imagine, ouais. Que je ne vais pas forcément non, raconter. tu peux pas détailler là. Mais oui, des passages compliqués, pas dans celui-là. Ouais. Celui-là, j'ai été plus prudent. Pour terminer, est-ce que tu as des projets à venir? Oui, je suis sur plusieurs trucs. Plusieurs surprises, on va dire, parce que évidemment le projet on ne peut pas en parler tant qu'ils ne sont pas sortis, parce que s'ils sortent jamais, après on a l'air beau. Donc oui, j'ai plusieurs trucs en route, dont des trucs dans lesquels on ne m'attend pas du tout. Ok. Eh ben, merci beaucoup Philippe. Je rappelle à tout le monde, donc Philippe Pujol, French Déconnection, chez Robert Laffont et Wild Project. J'adore faire ça, ça fait un peu télé, j'ai un peu l'impression d'être Laurent Ruquier, quoi. Et La Fabrique du Monstre, c'est édité aux Arènes. Merci beaucoup.